ceux qui ont longtemps nous a fait le lien entre les fortifications de Dufour et celles d'ici du fort de Chillon. J'ai la chance de pouvoir avoir avec nous le dernier commandant de ce fort, qui était de 1980 à 1995, c'est ça, et qui va nous raconter sa mission et aussi quelques anecdotes, j'espère, sur la vie des hommes qui étaient avec nous. Mesdames et messieurs, nous allons quitter le niveau stratégique et géopolitique évoqué par le commandant de corps André pour nous retrouver au niveau du terrain. Nous sommes dans un musée qui est, à mes yeux, en tout point remarquable. C'est la réalisation des propriétaires, Pierre Clément et Gracios, et qui montre de manière interactive, ludique et avec humour ce qu'a été le fort lorsque nous l'occupions. C'est un musée tout public pour les familles avec enfants, pour les citoyens lambda, pour les Chinois, les Japonais, les Chinois et les Américains. Et même mes amis, les anciens officiers d'artillerie de la brigade Fortress 10, sont ressortis de la visite du musée enchantés. Et j'espère que ce sera votre cas aussi. Il y a deux aspects qu'aucun musée n'arrivera jamais à recréer. Le premier, c'est ce qu'était la vie dans le fort lorsque nous étions 200 à l'occuper. Beaucoup de monde, des soldats, des sous-officiers, des officiers affairés qui allaient de droite et de gauche, et beaucoup de matériel dans un espace très restreint. Le deuxième aspect, c'est l'odeur caractéristique qu'avait ce fort. Nous avons aujourd'hui encore une ventilation qui fonctionne, on le ressent, mais le fort avait une odeur caractéristique qui était un mélange de l'odeur des graisses des armes, des cuirs de nos godasses et de notre équipement, de nos tenues et des hommes qui travaillaient physiquement. Même si, parce qu'on avait des douches et qu'elles étaient utilisables tout le temps, je pense que nous étions militairement relativement propres. Ceux d'entre vous qui ont fréquenté des cantonnements militaires reconnaîtraient cette odeur. La position de barrage de Chillon a été occupée dès le début de la guerre par une compagnie. Compagnie d'artillerie de Fortress d'abord et compagnie ouvrage 55 depuis 1978. La compagnie ouvrage 55 était une compagnie d'infanterie de Fortress et le fort lui était attribué. J'ai commandé cette compagnie de 1980 jusqu'à sa dissolution lors de la réforme 95 de l'armée. Militairement, on a toujours parlé de compagnie et pas de fort. Avec ce musée, le souvenir tangible de cet et majeur de ce temps est devenu le fort. Dans les minutes qui suivent, je vais vous présenter d'abord les aspects militaires de la mission de la compagnie ouvrage 55 et des compagnies qui nous ont précédés, et la manière avec laquelle nous avons résolu le problème qui nous était posé. Et dans la deuxième partie, je vous décrirai certains aspects de notre vie dans le fort pendant un cours de complément. Quand les Russes parlent de l'invasion de Napoléon ou des Allemands pendant les deux dernières guerres, ils disent qu'ils avaient avec eux le général Hivert. Et nous, mesdames et messieurs, nous Suisses avons toujours avec nous le général Topographie. Et en fait, la topographie a toujours commandé. Nous sortons de la même école, n'est-ce pas? Elle a toujours commandé et la topographie du défilé de Chillon est très marquante. Quand je conduis une visite du fort, je la commence toujours sur le pont qui mène au château. Et je vous recommande, en sortant d'ici, de partir à droite, de vous rendre sur ce pont,
de faire un tour sur vous-même et de regarder. Vous vous trouverez à ce moment-là au centre du défilé et vous verrez. Il y a la rive du lac, il y a le château qui est un obstacle formidable, il y a une ouverture de 40 à 50 mètres de large constituée par la ligne de chemin de fer et la route cantonale, et il y a un flanc de montagne quasiment infranchissable. Il y a un petit chemin forestier qui traverse le périmètre du fort, et tout en haut, il y a la route de Sonchaux, praticable par des véhicules légers. Donc, si on veut faire transiter une armée entre la cuvette du Valais et le plateau suisse, c'est par Chillon qu'on passe. Le col des Bosses est un autre cas. La topographie est donc très forte militairement. Et la seule chose que les militaires ont faite à Chillon depuis les premières constructions des évêques de Sion, puis le château construit par les Savoyards, et ensuite, et en fin de compte nous, la seule chose que ces militaires ont fait a été de barrer et de tenir le défilé. Nous avons ici presque 1000 ans de continuité militaire. Le terrain commande. Le fort a été mis en service en 1942 avec une mission double. Barrer et tenir le défilé de Chillon et fournir du feu d'artillerie aux défenseurs de la frontière à Saint-Gingolph. Il fut conçu selon la doctrine de l'époque et que je qualifie de machinaux. Les positions des armes se trouvaient sous un béton armé épais, l'équipage combattait depuis l'intérieur, la défense extérieure était bien faite, avec une série de fortins et leurs mitrailleuses qui prenaient en enfilade un réseau de barbelés complet. De leur feu d'artillerie, les forces se couvraient mutuellement. Les ouvrages principaux de Sabaton et d'Ailly couvraient Champion, qui couvrait Chillon, qui couvrait la frontière à Saint-Gingolph. De cette manière, on pouvait procéder à l'épouillage, selon la terminologie française, c'est-à-dire combattre par un feu d'artillerie un ennemi qui serait arrivé à pénétrer la superstructure d'un fort. La mission principale a donc été de barrer et de tenir ce défilé. Et la position de barrage a été conçue de manière symétrique, pouvant combattre un ennemi venant de Montreux et de Villeneuve. Et je vous invite, au moment de sortir, à revoir la maquette qui se trouve dans la réception à l'entrée et qui montre le fort dans sa conception de 1942, avec le réseau de barbelés d'origine et la défense extérieure intacte. Pour barrer, il faut toujours deux éléments. Il faut un obstacle et il faut du feu sur cet obstacle. À Chillon, les obstacles étaient les ouvrages minés. Il y en avait 4. 2 sur la route cantonale et la voie de chemin de fer, 1 à Béthos et l'autre direction Villeneuve, et 2 sur l'autoroute. Qu'est-ce qu'un ouvrage miné? C'est une destruction préparée. Cela veut dire que, dans le cas de Chillon, les charges explosives étaient en place, comme aussi le système de la mise à feu électrique. À chaque ouvrage miné était attribuée une équipe de mineurs sous le commandement de sous-officiers. En arrivant sur place, ils mettaient en place le dispositif de mise à feu et tiraient les cordons d'allumage pyrotechnique. Pour cela, il leur fallait 45 minutes, chronomètre en main. Et à partir de ce moment-là, ils auraient été prêts à faire sauter l'ouvrage dans les minutes qui suivraient l'ordre de mise à feu. Les mineurs avaient aussi une carte secrète, document secret, qui montrait l'ampleur des destructions telles qu'elles avaient été estimées par le service du génie. Nous avions des milliers d'ouvrages minés en Suisse. Ils avaient tous une carte de destruction. Comme on ne les a jamais fait sauter, on n'a jamais pu vérifier. Sauf à Chillon. En juillet 1941, donc avant la mise en service du fort, des courants vagabonds dus au passage d'un train de marchandises ont mis l'ouvrage miné côté Véto à feu. La route cantonale
et la voie ferrée furent détruites et rendues impraticables, et l'explosion fut 6 morts. Cet accident fut largement commenté par la presse, et les attachés militaires allemands, italiens, américains, britanniques étaient certainement venus voir les dégâts. Cet tragique incident les a certainement convaincus que nos ouvrages miniers étaient du sérieux. Regardez à la réception, il y a des agrandissements, des photos prises à l'époque et publiées par la Feuille d'avis. L'ouvrage minier fut reconstruit. Le feu sur les obstacles provenait des armes d'ouvrage, canons anti-chars et mitrailleuses, placés dans les casemates. Il y avait 2 casemates côté Montreux et 2 casemates côté Villeneuve. Et la casemate que l'on peut visiter maintenant est du côté de Villeneuve. Elles auraient combattu l'infanterie et les véhicules du génie et les chars qui se seraient approchés de l'obstacle. Dans le combat anti-char, on parle de situation de duel, quand 2 adversaires ont la même chance de détruire l'autre à condition d'être le premier à toucher. Cette situation de duel a existé pour les canons du fort jusque dans les années 60. Puis sont apparus les chars avec des blindages composites, avec des épaisseurs allant jusqu'à 70 cm. Contre ces blindages, les obus à charge creuse des canons anti-chars de 9 cm étaient largement impuissants. Puis, les canons des chars ont été capables de toucher un but d'1 mètre sur 1 mètre à 3000 mètres de distance. La portée des canons du fort était de 900 mètres et elles avaient des secteurs de tir très limités. Et il y a, par exemple, du côté de Glion-Territé, des terrasses de tir qui auraient permis aux chars adversaires de toucher les embrasures et de les neutraliser en toute quiétude. Il n'y avait plus de situation de duel équitable entre les défenseurs et les attaquants. En prenant le commandement de la compagnie ouvrage 55 le 1er janvier 1980, j'ai réalisé que la conception d'engagement Maginot du fort était obsolète. Mais pas les ouvrages miniers, qui gardaient toute leur valeur et qui l'auraient gardé aujourd'hui encore. Dans l'analyse de la mission, une des questions clés est celle du terrain clé. Quel terrain dois-je tenir pour remplir ma mission? À Chillon, le terrain clé sont les ouvrages miniers. Tant qu'ils étaient entre mes mains et que nous étions en état de les mettre à feu, nous remplissions notre mission. J'ai donc changé l'articulation de la compagnie. Au lieu d'avoir des sections combattant depuis des casemates et des sections chargées de la défense extérieure, j'ai donné à chaque section un secteur de défense du fort. Par exemple, le secteur Montreux-Lac, il y avait l'ouvrage minier, il y avait 2 casemates, il y avait un fortin et en plus 2 groupes d'infanterie. Au lieu d'être dedans, la section combattait principalement à l'extérieur et le chef de section aussi. Quoi qu'il serait arrivé aux embrasures des casemates, il aurait pu garder en main l'ouvrage minier. Pour les anciens chefs de section, ce fut un changement qu'ils ont bien dû accepter. Bien sûr, le concept d'engagement du fort était beaucoup plus complexe que ça, mais je vais en rester là pour le moment. Je vais maintenant passer au volet vie dans le fort pendant un cours de complément. Mais je vais continuer à parler du militaire, bien entendu. Dans l'armée 61, qui était la nôtre, et qui a précédé la réforme de 95, il y avait 3 classes d'âge. Élite, Landwehr et Landsturm. Et soldats et sous-officiers faisaient service jusqu'à l'âge de 50 ans. Les officiers plus longtemps. Nous avions différentes armes, comme aujourd'hui, infanterie, blindée, troupes légères, aviation, génie, etc. Mais il n'y avait des troupes mécanisées et légères, les jaunes, qu'en élite. Donc, en atteignant l'âge de 32 ans, un soldat ou un officier de char, grenadier de char, cycliste, explorateur, etc., quittait les troupes jaunes et était en général incorporé dans les troupes d'infanterie de forteresse. Comme par exemple la compagnie d'ouvrage 55. La compagnie, qui était une compagnie alémanique, avait
drainait les anciens jaunes suisses alémaniques qui vivaient en Suisse romande entre Genève, la Saint-Gine et le Gros-Sesmos. Elle avait un effectif de 336 hommes, dont 11 officiers. C'était donc une très grande compagnie, l'effectif de 2000 bataillons. Entre l'âge de 33 et 50 ans, un soldat ou un sous-officier, après un cours d'introduction à la forteresse, allait faire 4 cours de complément dans la compagnie ouvrage. Ces cours duraient 2 semaines. Nous avions des cours toutes les 2 années et le dernier a eu lieu en 1994, donc l'année avant la dissolution de la compagnie. Le degré de préparation de l'infrastructure et de la compagnie était extraordinairement élevé. En recevant les clés du fort le jeudi du cours de cadre, tout était là. Le matériel, les armes, la munition, l'équipement, et tout fonctionnait. Matériellement, le fort était prêt à faire la guerre à 100%. L'entrée en service de la troupe le lundi se faisait toujours sous forme d'exercice de mobilisation de guerre. Au fur et à mesure que les hommes arrivaient, ils étaient équipés avec le matériel de corps, tels que tenue d'assaut, tenue verte, tenue bleue, masque à gaz d'ouvrage, sac de couchage, pèlerine, etc., etc. Ils allaient à la couchette qui leur avait été assignée, s'équipaient pour le combat et rejoignaient leur section. Là, ils faisaient une première instruction. En cas de guerre, ils auraient, selon la situation, préparé et munitionné les armes. La première dotation des mitrailleuses se trouverait dans les casemates. Il y avait des coffrets métalliques qui leur aurait suffi d'ouvrir, sortir les cartons de cartouches et de les mettre en bande. Pour les canons, on aurait été chercher les obus au magasin de munitions. Donc, vers 16 h le premier jour, le lundi, de l'entrée en service, la compagnie et le fort étaient prêts à faire la guerre. Bien sûr, en cas de mobilisation de guerre réelle, cette première phase aurait été suivie d'opérations complexes comme prise des dispositifs d'engagement des sections dans leur secteur, établissement des emplacements de combat, des liaisons, position des armes, ajustement des armes de forteresse, exercice par section des divers cas d'engagement, etc., etc., etc. Pour nous, le cours de complément, c'est-à-dire un service militaire en temps de paix commençait. Pendant tout le cours, le fort nous a servi de caserne. Nous y vivions. Comme il n'y avait pas assez de couchettes pour tout le monde, une partie de la compagnie était logée dans l'abri PC sur la salle de gym de la commune de Veto. Quant au fort, nous y mangions, nous y avions nos magasins de matériel et de munitions, nous y travaillions et faisions notre rétablissement des armes, du matériel et des hommes, et nous y dormions. Les hommes avaient un volume de matériel considérable et une place à disposition pour chacun très limitée. Chacun avait un casier personnel, un emplacement pour son sac à dos et son sac à effet, ses godasses, 2 crochets pour suspendre les tenues de travail et 2 cintres pour l'uniforme de sortie. Donc, les hommes devaient garder, par manque de place, une partie de leur matériel sur leur couchette. Ils dormaient à côté de leur matériel. Et les couchettes n'étaient pas larges, vous les avez vues. C'était très étroit, très plein, mais néanmoins confortable quand comparé au logement de fortune dans les granges et autres abris que chacun de nous avait connus en élite. Les objectifs généraux de l'instruction étaient fixés par le régiment d'infanterie 88 auquel la compagnie était subordonnée. Je fixais pour chaque spécialiste des objectifs d'instruction particuliers spécifiques à la forteresse. Donc, à l'instruction, l'organisation de la compagnie était par spécialistes. Il y avait l'infanterie, les mitrailleurs, les canonniers anti-chars, les lance-mines, la protection ouvrage, les machinistes, les soldats sanitaires, etc., etc. Avant le cours, je fixais le programme de travail de la compagnie pour les 2 semaines de cours, dans ce que nous appelions, et que toute l'armée à l'époque appelait, le Picasso. C'était une feuille A4, divisée en 6 colonnes pour les 6 jours de la semaine. Pour chaque jour étaient inscrites en couleur les activités principales de chaque section. Instruction, tir de combat sur les places de tir, instruction de lutte contre le feu, aide aux camarades, les marches, les exercices de nuit, les exercices d'occupation, les manœuvres dans le cadre du régiment.
Au plus tard, le soir d'avant, chaque chef de section fixait avec son serre-fil le programme de travail détaillé de sa section pour la journée suivante et commandait le matériel. Le programme de travail de toute la compagnie était fixé dans un ordre du jour que j'écrivais en allemand et en français. Après la diane et le petit déjeuner avait lieu à 7 h du matin, l'appel du matin, et les sections partaient au travail. Dans le fort, à l'extérieur et sur les places de tir. Pour les sections sur les places de tir, le sergent-major apportait vers 12 h le repas de midi dans les autocuiseurs chauds. Vers 17 h, les sections étaient de retour et procédaient au rétablissement. Nettoyage des armes et du matériel de corps, nettoyage du matériel personnel, douche. Suivait le repas du soir dans le fort et 2 à 3 fois par semaine, l'appel principal est la sortie. À 22 h avait lieu l'appel en chambre et l'extinction des feux à 22 h 30. En principe. Et là, j'en viens à l'ambiance qui était bonne. Les soldats de Landwehr étaient des professionnels et des volontaires. Ils avaient fait en élite une école de recrues et 8 cours de répétition. Ils connaissaient parfaitement la marche du service. Et cela se voyait au matériel. Dans cet univers du fort, avec une quantité faramineuse de matériel, de caisses, avec un tas de petits bidules, tous répertoriés sur des états, nous avons eu, sur 8 cours de complément, 0 francs, 0 centimes de perte de matériel. Donc, il y avait 200 hommes, faisaient 2 semaines de service militaire, utilisaient à fond toutes les ressources du fort, tiraient sur les places de tir, faisaient des exercices et des marches de nuit et ne perdaient aucun matériel. Formidable. En venant au cours, on retrouvait ses copains et on s'en faisait de nouveau. Donc, après l'appel en chambre le soir et l'extinction des feux, on se retrouvait dans les réfectoires et on continuait à boire du vin, manger des saucissons, de la viande séchée, des biscuits. On parlait et on chantait. Quelquefois, quand c'était trop bruyant, je mettais sur mon pyjama ma capote, je descendais au réfectoire et je leur disais, les enfants, c'est l'heure d'aller au lit. Alors tout le monde se levait, de bon cœur, rangeait les restes et allait se coucher. C'était pas le Club Med, mais c'était très vivable. En quoi consistait l'instruction? Les fantassins, les mitrailleurs et les canonniers anti-chars, les lance-mines, faisaient des exercices de combat avec munitions réelles sur les places de tir. Le fort de Chillon étant pratiquement en pleine ville, ces armes n'ont jamais tiré, à l'exception des 2 canons de 7,5 cm, dont la mission était de fournir un appui de feu aux défenseurs de la frontière à Saint-Gégolf et qui tiraient par-dessus le lac. Pendant la guerre, ont eu lieu des tirs d'exercice sur les buts placés dans le lac. Pour que les mitrailleurs et les canonniers puissent exercer le tir particulier aux armes d'ouvrage, nous disposions de fortins d'exercice. C'était de lourdes remorques qui, à l'intérieur, étaient équipées exactement comme une casemate de tir, à la mitrailleuse ou au canon. Elles étaient amenées sur les places de tir et nous pouvions effectuer des exercices de combat combinés, groupe d'infanterie avec grenades à main et mitrailleuses à balles réelles. Les lance-mines et les canaches disposaient de leurs places de tir particulières adaptées à ces armes. La section protection ouvrage s'exerçait à l'utilisation de tous les équipements du fort. Un exercice très apprécié était la lutte contre le feu, qui avait lieu sur la place d'exercice de la protection civile à Villeneuve. Les feux étaient réels, dans des constructions simulant des bâtiments réels, et nous utilisons tous les divers équipements de lutte contre le feu, dont le fort était équipé de manière correcte pour combattre ces feux. L'équipe sanitaire, sous la conduite de l'officier médecin, les transmissions, etc., avaient leur propre programme d'instruction. Et puis, il y avait les marches et l'exercice d'occupation. Nous avons fait chaque cours un exercice de nuit, en général dans le delta du Rhône, au sens large. Les marches étaient prescrites par le régiment. Le régiment a fait chaque cours des manœuvres plus ou moins importantes selon les ordres de la brigade.
Il est évident que la compagnie Ouvrage 55, de par la position excentrée du fort, n'a pu que rarement être intégrée à ces manœuvres. Nous faisions alors un exercice d'occupation. Un exercice d'occupation consistait à mettre en état de préparation au combat toutes les installations techniques du fort. Comme l'effectif a toujours été insuffisant pour occuper toutes les places de combat, nous avons, au cours des cours de complément, tour à tour occupé et exercé chaque secteur de défense. Par exemple, le secteur Montreux-Lac, le secteur Montreux-Montagne, ou Villeneuve-Lac, etc. La section qui avait cette mission avait un effectif réglementaire et complet et prenait un dispositif de combat réel. C'était des exercices à double action, c'est-à-dire que l'ennemi rouge était marqué par un plastron. Je choisissais pour le commander l'officier ou le sous-officier le plus rusé, qui à son tour choisissait ses hommes. C'était des bons. Et la motivation des deux côtés était très forte. Chacun voulait gagner. Eh bien, malgré le fait que l'ennemi rouge connaissait le terrain, il n'a jamais réussi à pénétrer dans le périmètre du fort. Voilà ce qu'a été, mesdames et messieurs, sous mon commandement, la vie de la compagnie Ouvrage 55, dans le fort de Chillon, pendant plus de 150 jours. Est-ce que vous auriez des questions? Oui? Oui, j'aurais une question, parce que l'appel, vous le faisiez comment et où? Parce que la place est quand même relativement limitée. Moi, j'ai connu les grosses forteresses où il y a de la place à l'intérieur. Alors, l'appel du matin était sur Concordia Platz. C'est cet endroit où se rejoignent les couloirs et les sections se répartissaient dans le couloir. L'appel du soir, l'appel principal, se faisait à l'extérieur du fort, sur la promenade entre le château et Villeneuve. Il y a une espèce de petite place et on ne peut pas rêver de cadre plus magnifique. Il y a le château ici, les dents du Midi là-bas, le lac, la montagne. Magnifique. Merci. Autre chose? Oui? Aviez-vous, quand vous commandiez, des munitions réelles en stock ici? Alors, le fort était entièrement équipé. Il avait sa dotation de guerre. D'accord. Et à laquelle nous ne touchions pas. C'était géré par l'armée, il y avait une rotation des munitions. Pour un cours de complément, on recevait une dotation, il y avait tant et tant de coups par homme, par canon, etc. Cette munition était livrée séparément, comme elle était livrée à une compagnie d'infanterie, qu'on allait toucher dans une gare ici, et puis on la tirait et on la rendait. Mais le fort était entièrement prêt à faire la guerre. Et je vais faire une deuxième question. L'alimentation en eau du fort est faite comment? Alors, de nouveau, extraordinaire. Nous étions branchés sur l'adduction d'eau de la commune et comme sur le courant électrique du réseau. Mais le fort avait une grande citerne d'eau et était capable de pomper l'eau du lac. Il avait une salle des machines que vous avez peut-être vue, avec 2 diesels, avec une grande citerne de diesel, capable de fournir le courant électrique. En entrant en service, chaque homme touchait une lampe de poche. Et je peux vous dire, cette lampe de poche, ils l'avaient toujours sur eux. Parce que chaque jour, j'ai passé à la chambre des machines, il y avait un interrupteur et je coupais le courant du réseau. Tout était noir et dans les 20 secondes qui suivaient, le machiniste en service mettait en service son diesel et le courant revenait et tout le monde disait « Ah ben voilà, le commandant de nouveau, mais... » Autre question? Oui? J'ai été frappé par la chambre d'opération médicale. Alors, lorsque la compagnie a été dissoute, un des soucis qui m'a toujours été dans la tête, c'était la pérennité du fort. Et lorsque j'ai fait la connaissance de Pierre Clément et de Gracios, les nouveaux propriétaires des châtelains, qui m'ont dit qu'ils allaient faire un musée, j'ai été absolument ravi. Parce que
pour assurer la pérennité du fort, le musée, c'est ce qu'on peut faire de mieux. Mais ils n'avaient aucun background de forteresse, ils n'avaient pas de background militaire, et donc mon rôle a consisté à les conseiller, à les aider, à leur transmettre mon savoir et à essayer d'éviter que des erreurs ne soient faites. Bon, j'ai presque réussi. Il y a quelques petites erreurs. Lorsque j'ai pris le commandement du fort en 80, il y avait une salle d'opération entièrement équipée. Il y avait des armoires d'instruments de chirurgie anciens, comme on les aurait trouvés à l'époque. Et le concept sanitaire de l'armée a changé à ce moment-là, où il a été décidé qu'on allait s'appuyer sur les structures sanitaires civiles, donc les hôpitaux civils. Beaucoup d'hôpitaux chez nous ont des salles d'opération souterraines qui sont là pour le cas d'urgence. Et donc, à ce moment-là, cette salle d'opération est devenue obsolète et elle a été vidée de son matériel. Et quand ils ont créé le musée, ils ont créé ce que vous avez vu, c'est assez humoristique et complètement loin de la réalité. Voilà. Quoi d'autre? Est-ce que je peux parler de dernière question? Au début du fonctionnement du fort, mettons pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce que le fort n'aurait pas été vulnérable à une opération de parachutisme, comme les Allemands ont fait en Grèce ou pendant le débarquement de Normandie? Ce danger a toujours existé. Les parachutistes, après, ont été remplacés par les héliportés. Et il y a au-dessus du fort, il y a une espèce de ferme avec un petit terrain où on aurait pu faire une opération héliportée. Donc cette menace a toujours existé. Et à la différence mais nous avions une défense extérieure. Nous avions une compagnie qui était dehors, sous mon commandement, et qui aurait combattu, qui serait arrivée. J'ai eu la chance, il y a 2 ans, nous étions ensemble, de voir un fort en Belgique, Ebenemel, un très bel ouvrage que les Allemands ont détruit par une opération avec des planeurs, parce que c'est un fort qui n'avait pas de défense extérieure. Ça n'a jamais été le cas de Chillon, et ça n'a, à ma connaissance, Savatan, Daï, les autres forts champions sont tous des forts qui ont eu toujours une défense extérieure. Mais oui, c'était heureux. Autre question? Merci mon capitaine pour ce témoignage. C'est l'heure de l'apéritif. Qui, avec l'école polytechnique, ont décidé de faire un témoignage sur Dufour et d'écrire un livre qui s'appelle Les 7 chats du général Dufour. Et ça a été écrit par un polytechnicien, illustré par un polytechnicien, édité par un polytechnicien. Et c'est un polytechnicien qui vous le remet, puisque c'est l'éditeur aussi. Et je suis polytechnicien aussi, mais de l'école fédérale. Voilà, c'est ça, exactement. Donc merci infiniment. Voilà.